Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Morito Football Club, le seul et unique cocktail de culture foot, le Moritoro pendant l'Euro du lundi au vendredi 18h jusqu'à 18h, 17h, 18h pour parler de tous les matchs du tournoi, tout ce qui s'est passé hier, ce qui se passera aujourd'hui, ce qui se passera demain également avec une actu toujours assez riche. Hier, encore de beaux matchs avec le Pays de Galles qui s'impose, l'Angleterre qui n'arrive pas à battre la Slovaquie, qui terminera donc deuxième de son groupe. On va en parler ainsi que des matchs du jour puisque l'Allemagne sera en lice dès 18h tandis que l'Espagne entrera en scène à 21h. Donc encore beaucoup de choses à commenter, à expliquer, à débattre. Avec aujourd'hui en studio, nous avons Navis. Salut Navis. Salut. Première participation au Morito FC. Voilà, fait comme à la maison. En tout cas, tu es ici chez toi. Et nous avons également Michel qui est présent. Michel, plus habitué de ce micro au Morito FC. Salut Michel. Salut à tous. Michel qui est à l'heure. Oui, qu'on félicite puisque voilà, il tient cette fois cette promesse d'être à l'heure, c'est formidable. Et nous avons par contre Sergio qui a un peu de retard, mais Sergio est un artiste, est un grand talent, donc on le pardonne et il arrivera dans quelques instants certainement. On va débuter cette émission par les matchs d'hier, sans transition, un petit peu ce qui vous a marqué. Alors tout d'abord peut-être parce qu'il y avait deux matchs en simultané, Galles contre la Russie et donc Angleterre-Slovaquie. Lequel de ces matchs avez-vous guetté, scruté, Navis par exemple? Alors moi c'était l'enfer des retransmissions en simultané qui font que je passais de l'un à l'autre. Ah toi tu as un zapper. J'avais pas de choix à faire. D'accord. Donc beIN Sport 1, beIN Sport 2 et t'avais autant d'un côté l'envie de regarder les Pays de Galles qui ont vraiment fait un début de compétition exceptionnel pour une nation qui s'était pas qualifiée pour une compétition internationale depuis 1950 quand même. Et de l'autre côté, tu avais la Russie lors de ce match, tu avais la Russie qui fait un début de compétition absolument désastreux alors que je plaçais beaucoup d'espoir en eux. Début et fin d'ailleurs puisque c'est fini. On est d'accord. Et que mon joueur préféré, ou en tout cas mon gardien préféré, est dans l'équipe de Russie, c'est Akinfeev. Je suis vraiment désolé pour lui. Ouais, il a fait tout ce qu'il pouvait, mais... Il a fait un super match contre l'Angleterre qui montre que c'est un gardien de grand standing. Mais bon, sur le terrain, il n'y a pas grand-chose. T'as Artem Dzyuba qui a beaucoup déçu aussi. Moi, la Russie, c'est ma grosse déception du premier tour. Ouais, c'est vrai que moi, je les voyais mieux après le premier match. Je pensais qu'ils pouvaient éventuellement monter en régime. Ça n'a pas été le cas. Donc toi, tu as fait du zapping entre les deux matchs. Michel, qu'est-ce que tu as fait, toi? Moi, j'ai regardé l'Angleterre. L'Angleterre, voilà, en fan de l'Angleterre. Non. Pas du tout. Non, vu que c'était le seul match qui était retransmis sur une chaîne hertzienne, enfin sur la TNT. Donc voilà, une chaîne gratuite pour parler clair. Voilà. Tu as regardé donc l'Angleterre, moi aussi j'ai regardé l'Angleterre face à la Slovaquie, quoique j'étais dans un bar en première mi-temps où il y avait une télé à droite c'était l'Angleterre, une télé à gauche c'était le Pays de Galles, donc j'ai pu aussi zioter un petit peu le Pays de Galles. Bien que les chroniqueurs d'hier aient conseillé de regarder la Russie face au Pays de Galles. Oui, c'était le conseil de Fred qui avait expliqué qu'il valait mieux, qu'il sentait mieux en termes de qualité Pays de Galles. T'avais un match où il y avait 3 buts. Donc, dans l'absolu, si tu voulais un peu de spectacle, c'était peut-être Russie-Pays de Galles qu'il fallait regarder. Fred qui avait raison, voilà, il a pas tout le temps raison, mais cette fois, il avait entièrement raison, alors que l'entrée de Sergio en plateau, qui arrive, qui serre les mains à tout le monde, il est comme à la maison, pas de souci. La musique difficile de se garer. Pas de souci, on te pardonne, on te met même pas le carton jaune, parce que Michel prend des cartons jaunes quand il est en retard, mais Sergio, on pardonne tout, sachant que c'est un petit retard aussi, là, c'est pas comme Michel qui arrive, enfin bref, là il est à l'heure, c'est bien, on va effacer tout ça, les cartons jaunes sont pas effacés par contre après la phase de poule, il me semble que les cartons jaunes continuent à être comptabilisés en 8e, donc certaines équipes ont peut-être du souci à se faire en ce qui concerne certains secteurs. On se demandait, Sergio, avant que tu arrives, lequel des matchs d'hier as-tu regardé? Est-ce que tu as suivi le conseil de Fred et as-tu regardé Pays de Galles, Russie? On s'était mis d'accord avec Fred, on a dit effectivement il fallait regarder ce match. Par contre, j'ai regardé que 20 minutes parce qu'au bout de 20 minutes, je savais que c'était réglé. D'accord. Vu l'engagement, on va dire l'enthousiasme qui a été mis par les Gallois, leur puissance physique aussi. Donc après, je suis passé sur l'Angleterre, qui m'a encore plu malgré le 0-0 parce qu'elle a eu encore des bonnes occasions. Elle a eu le ballon, elle a mis la vraie pression sur une équipe de Slovaquie que je trouve intéressante avec un Martin Skrtel là, très bon, hier soir du moins, qui a vraiment tenu la baraque, on va dire. Maintenant, l'Angleterre, c'est toi qui avais raison. Moi, je te dis depuis le début que je les trouve super bons, qu'il y a qu'un détail à régler. Ils ont toujours pas réglé le détail. La finition,
Voilà. Donc là, ils se retrouvent maintenant dans la poule de la France. Mais est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle pour la France plus que pour l'Angleterre? Parce que... Alors les enseignements, c'est vrai que tu fais bien de le dire, c'est un probable, possible en tout cas France-Angleterre en quart de finale. Tout dépendra... Parce que Paulo, il y a quand même des bonnes choses. C'est qu'hier, il a changé quasiment toute l'équipe. Je lisais ce matin, 18 joueurs déjà utilisés sur les 23. Donc t'enlèves les deux gardiens, 18 joueurs sur 21. Et hier, Klein qui a été super bon. Je sais pas ce que t'en penses, Michel. Mais alors commençons par ce match, peut-être Angleterre-Slovaquie 0-0. Donc tu as quand même été satisfait par le jeu. Pas par le résultat comme tout le monde, mais encore une fois, ils ont eu 7 tirs cadrés. Il y a un Sturridge qui a raté pas un immanquable, mais chaque match ils ont des immanquables comme ça. Ils sont pas premiers à cause de la Russie, hein. C'est l'égalisation à 96e qu'ils ont payé cash. La deuxième chose aussi, ils ont battu le Pays de Galles et ils les ont largement dominés. Je pense que vous avez tous vu le match. Le Pays de Galles, c'est une belle équipe. Donc, Pays de Galles en première mi-temps qui avait mené mais en deuxième mi-temps, qui avait été un peu il y avait plus photo, et en deuxième mi-temps ils avaient subi le jeu anglais pour céder. Comme en fin de match là aussi l'Angleterre qui, même si elle a battu le Pays de Galles, avait marqué seulement en fin de match pour le deuxième but. Très bonne équipe le Pays de Galles. Donc alors plus fort que la Suisse. Très bonne équipe. Finalement, oui. Et sur les équipes qu'on considérait comme peut-être moins glorieuses que les têtes d'affiche, c'est clairement l'équipe qui a montré le plus de fraîcheur et avec des top joueurs mondiaux. Bien sûr que t'as Gareth Bale, mais un Ramsey, ça vaut son pesant de cacahuètes. Joe Allen également, qui complètement. C'est les joueurs que je découvre aussi. Les Pays de Galles, c'est j'avais toujours une retenue par rapport aux équipes britanniques du fait qu'elles ne concourent pas sous un seul et même maillot du Royaume-Uni. Ah oui, c'est un débat. Quand je vois le Pays de Galles, je suis plutôt content que ça joue indépendant, tu vois. Voilà, finalement, bonne surprise de Pays de Galles qui se qualifie en tant que premier. Sur le match de l'Angleterre, on parle de l'Angleterre, on parle aussi peut-être de la Slovaquie qui a défendu pour le coup. Alors là, ça a été une attaque-défense de toute beauté, quand on aime les configurations défensives, ils ont tenu finalement. Est-ce que c'est plus le talent slovaque défensivement parlant qui a payé, ou est-ce que c'est l'Angleterre encore une fois, si on essaye de faire la part des choses, qui s'est un petit peu fourvoyé dans le dernier geste? C'est toujours un ensemble, mais après t'as un vrai problème de finition en Angleterre, tout comme au Portugal d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Mais l'Angleterre a eu je crois que t'as une quinzaine de tirs cadrés. Ouais, il y a énormément de tirs cadrés, non cadrés. Les mêmes joueurs qui se retrouvent dans cette phase de finition. Hier, t'as Ali qui a raté encore une grosse passe, mais Ali il a pas de finition, c'est clairement un milieu de terrain. Hein. Ouais, mais bon, Matuidi a plus de finition, ou même Moussa Sissoko. Là, Ali c'est Claude Makélélé, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est comme si tu veux donner le ballon à Claude Makélélé dans ces zones-là, il rate tout. C'est ça. Dans cette phase-là, il y a Sterling qui a pas joué hier, mais qui a eu des gros ratés. Finalement, Sturridge il a les mêmes ratés. Donc, on aimerait voir Vardy dans ces situations de finition, c'est pas lui qui les a. Il y a Harry Kane qui en a eu 2, il passe complètement à côté de sa compète. Donc en fait, ce qui manque à l'Angleterre actuellement, c'est un Gary Lineker de 22 ans. Ah voilà. Ouais, ou Alan Shearer. Absolument. C'est ce qui manque. Je pense qu'avec ça, t'emmènes l'Angleterre. Et Harry Kane aurait dû l'être. Mais Harry Kane qui est attendu comme la superstar, alors que t'as un mec en France comme Giroud qui est vilipendé. Giroud me semble au-dessus d'Harry Kane. Ok, le point de vue clair, net et tranché de Navis. Pour en revenir à la Slovaquie, on parle beaucoup de Marek Hamsik. J'adore ce joueur, mais ça me fait plaisir d'entendre Sergio parler de Skrtel, parce que la défense slovaque c'est quand même quelque chose. T'as Skrtel, t'as Durica qui sont vraiment bons. Le gardien, pas mauvais, hein. Weiss aussi, hein. Il y a Weiss de l'Olympiakos. Vladimir Weiss, absolument. Qui fait des diffs. Qui s'est malheureusement fait oublier au Qatar, mais complètement. Ouais, alors finalement la Croatie, la Slovaquie, pardon, c'est très cohérent, c'est intéressant. C'est une équipe dur à battre. Hein. C'est dur à battre. Michel, ton point de vue peut-être sur ce match, est-ce que tu es d'accord avec les différentes observations de Sergio et de Navis? À peu près, ouais. Je suis à peu près du même avis. Ouais. Je trouve que l'Angleterre c'est une équipe qui est très homogène, donc c'est pour ça qu'il a pu utiliser beaucoup de joueurs. Hein. Par exemple, les deux latéraux ont changé. Hein. T'avais Klein et Ryan Bertrand, hein, l'arrière gauche de Southampton. Donc ces deux joueurs ont à peu près le même niveau, peut-être dans un style un peu différent, mais le même niveau que les deux joueurs qui ont disputé les précédents matchs. Ça c'est pareil un peu pour un Anderson aussi, hein, qui peut faire la différence au milieu de terrain, qui était vraiment très bon. Pour ce qui est des problèmes de finition, moi je considère toujours que l'Angleterre est encore, comme beaucoup d'équipes, un peu en phase de rodage. C'est un rodage qui est très dépensier en énergie, parce qu'il court tout le temps, c'est du 90 minutes sur 90 minutes, c'est un pressing permanent, c'est des courses permanentes. Est-ce qu'ils sont pas en train de se crever avant l'heure finalement, les Non, Anglais? Je pense pas, parce que justement c'est cet Euro à 24 qui veut ça, qui veut que la Slovaquie voulait absolument cette 3e place. Donc la Slovaquie a joué avec le couteau entre les dents pour accrocher ce nul, quoi.
Après oui, c'est vrai que tu avais une très bonne équipe de Slovaquie qui était bien en place tactiquement. Mais je parle de la débauche d'énergie. Est-ce que c'est là pas... j'ai plus peur pour le Pays de Galles, qui n'a pas D'accord. de Oui, voilà, ouais, j'ai plus il y a peur un pour mec le qui est Pays de rentré, qui est 23e, enfin il jouait dans le 23e en Championship et il a pas marqué de l'année un but. Un petit rouquin en attaque, je sais plus le nom. Williams ou je ne sais quoi. Enfin, ouais, il avait déjà joué. Ouais, et donc ça c'est assez marrant avec les sélections britanniques, que ce soit l'Irlande du Nord, l'Air ou les Pays de Galles. T'as quand même l'impression d'une sélection All-Star de la Premiership ou de la 3e division anglaise. Tu regardes un peu la provenance des mecs, c'est souvent ça. Ah bah l'Irlande du Nord par exemple, c'est toutes les équipes mythiques des années 20, 30, 40, 50, Nottingham Forest, Notts County, Millwall, tous les West Bromwich, etc. Que des clubs. Après ils s'exportent pas parce que t'es très bien en D2 ou en D3 anglaise. Hein. Tu gagnes très souvent plus qu'en Ligue 1, absolument. Ça tu gagnes mieux qu'en Ligue 1, qu'en Ligue 2. Ils sont chez eux, ils vivent chez eux les mecs. Ils ont 4 divisions professionnelles, c'est à compter. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur les phases de poule et la débauche d'énergie, les compétitions internationales nous ont quand même appris qu'une phase de poule exceptionnelle, c'est rarement bon signe. Ah oui. Les équipes qui arrivent au bout, elles galèrent en phase de poule. Sur un match, sur 2 matchs, certains se qualifient avec 3 nuls, genre Italie 82, tu vois. Mais je me méfie des équipes faisant une trop. Et la France 98, qui est le contre-exemple le plus flagrant. Notamment, absolument. Je rejoins République tchèque 2004. Tu te souviens quand ils perdent contre la Grèce, ils avaient fait une phase de poule exceptionnelle. Absolument. Contre les Pays-Bas. Tout à fait. Les Pays-Bas sont l'autre exemple parfait. Des phases de poule magnifiques où tu les vois à chaque fois aller au bout. Eux, c'est classique. Et puis c'est fini. Ouais. Voilà, donc l'Angleterre c'est aussi un petit peu le cas souvent. C'est bon signe pour le Portugal, ce que tu me dis là. C'est bon signe pour le Portugal, c'est bon signe pour l'Angleterre, c'est bon signe pour la France, puisque si les matchs s'arrêtent à la 88e, tu ne sais même pas si on est qualifié, tu vois. Donc c'est bon signe de galérer en phase de poule, parce qu'en phase de poule, tu te cherches, tu te rôdes, t'as les sélectionneurs qui sont pleins de doutes également. En général, une phase de poule qui assure. Phase de poule avec 24 équipes, parce qu'à 16, tu te rôdes, faut pas se rôder trop, sinon tu passes à la trappe. On est d'accord. Voilà, en tout cas, le débat intéressant sur ce match, sur cette poule, c'est est-ce que l'Angleterre, est-ce que ça tombe bien qu'il termine deuxième ou est-ce qu'il valait mieux terminer premier? C'est surtout ça en fait. Probablement l'Angleterre. Ça change rien pour le 8e. Ça change rien pour le 8e. C'est ça. Quoique, l'Angleterre, on sait pas encore s'ils vont affronter la Hongrie, le Portugal, l'Autriche ou l'Islande, c'est encore assez incertain. Le Portugal compliqué, mais je pense qu'ils vont jouer l'Islande. Voilà, alors moi j'ai la Hongrie sur mon tableau éventuellement, si la Hongrie tient le choc. Après, c'est pas forcément un piège d'avoir un gros 8e. Peut-être même qu'au contraire. Le gros 8e, la grosse confrontation peut te mettre les idées en place pour la suite de la compétition. On parlait de ça pour l'équipe de France à la dernière Coupe du Monde. Est-ce qu'il valait mieux pas taper l'Argentine en 8e, enfin terminer deuxième du groupe, taper l'Argentine du 8e et donc éviter qu'avoir un Nigeria qui te rassure. Ouais, voilà. C'est ça. Après, où je dis ça changera sur le 8e, c'est que là c'est Islande-Hongrie ou ça aurait été un 3e, donc c'est des équipes qui se valent. Et en quart, ça devrait être ou Belgique-Portugal s'ils avaient fini premier, ou la France. Donc finalement, ça change rien. J'ai envie de dire, en demi-finale, soit l'Espagne, soit l'Allemagne, si tu regardes. Oui, c'est vrai que ça change pas rien pour l'Angleterre, c'est pour la France, pour toi. Mais ça change rien pour tous les gros, quelque part. Parce que hormis la petite surprise que tu vas retrouver en quart et qui sera forcément là, en quart, t'auras le top 8 européen. Mais je te coupe juste sur un truc, la France, on disait toujours autoroute jusque la demi. Tu vois, avant le tirage, ils disaient en 8e, peut-être, en 3e, et en quart. Ouais, mais ils disaient en quart Pays de Galles ou Pologne. Enfin, finalement, c'est en quart, peut-être l'Angleterre. Je vois le gros quart, pour la France. Et c'est pas un mal. Voilà, il va falloir en tout cas être prêt pour ce quart de finale éventuel. C'est mieux comme ça. Si tu gagnes l'Euro en jouant juste Slovaquie, Pologne, Albanie. D'accord, c'est ça. Voilà. Le Pays de Galles qui affrontera un 3e, peut-être l'Albanie par exemple, peut-être un autre 3e. Ça va être 3 points avec moins 2. J'ai mis Albanie point d'interrogation, après ça peut être un autre 3e. Juste Fred avait raison hier, c'est si l'Allemagne met 3-0 à l'Irlande du Nord, l'Irlande du Nord sort. Donc est-ce que l'Allemagne est capable de les mettre? Pour l'instant on n'est pas d'accord. L'Irlande du Nord a 3 points actuellement, oui, donc on est d'accord, elle sortirait, c'est bien ça. Donc si l'Irlande du Nord, si le 4-5-1 nord-irlandais tient face à la... Est-ce qu'il n'y aura pas arrangement? Ça va se jouer entre les deux. Non, puisque... Est-ce que l'Allemagne va pas mettre 2-0 et derrière va pas jouer, va garder le ballon, ils vont rester derrière? Tu vois, hier, à un moment, la Slovaquie, ça leur tenait, même le 1-0, ça suffisait. L'Allemagne, Autriche 82, un arrangement scélérat. On se dit pas, c'est un arrangement, on se dit pas les choses, mais à un moment, tu vois, tu vas moins jouer un coup franc, tu vas pas le taper dedans, tu vas revenir en 82, c'était plus que pas se dire les choses, c'était dire clairement à toutes les caméras du monde, je vous emmerde. On veut se qualifier. Alors rappelons qu'en 82, l'Allemagne et l'Autriche s'étaient entendus sur un score pour éliminer l'Algérie qui avait fait les frais d'un arrangement, sachant que le match avait lieu après, donc du coup, il n'y avait pas ce système encore en simultané où ça limite, c'est censé limiter un petit peu. C'est ce qu'il avait amené, c'est ce qui avait amené cette règle des dernières journées match en simultané. Exactement. Si la Suède bat la Belgique, ne sait-on jamais. Du coup, t'as l'Irlande du Nord qui saute. Alors là, les calculs, c'est vrai que avec les calculettes, il y a pas mal de configurations possibles. 2-0, tu peux jouer le 2-0. Après,
pareil, t'as la menace polonaise qui peut mettre un carton à l'Ukraine. C'est compliqué, ce genre de choses. Bon, en tout cas, l'Irlande du Nord ne devrait pas inquiéter l'Allemagne, par contre. Vous êtes d'accord sur ce point de vue-là? Il y a un joueur en Angleterre que j'aime beaucoup, c'est Adam Lallana. Ok, alors parlons un peu des individualités, rentrons dans le détail de ces joueurs, puisque moi je suis pas spécialiste du foot anglais, donc je vous laisse un peu la parole. Moi je trouve qu'il est monté en puissance, il a fait un premier match médiocre face à la Russie. Il était en demi-teinte face au Pays de Galles, mais là, je pense qu'il est en train de monter en. Pourquoi il me déçoit? Dans le déséquilibre, il est trop fort, t'as raison. C'est-à-dire pour déséquilibrer un bloc. Par contre, phase de finition, c'est comme Sturridge, Sterling, catastrophique. J'ai en tête une occasion face à la Russie où il ouvre le score, c'est réglé. Il a une deuxième occasion contre hier, je crois pas qu'il a eu d'occasion. Si, il a la reprise magnifique. Bon. Mais difficile. Mais je veux dire, il a eu 2 occasions faciles sur les 2 premiers matchs qu'il a manqué. Donc dans la phase de finition, pour moi, s'il veut franchir un cap et devenir un top player, c'est cette phase de finition. C'est pas du tout un finisseur là. Mais il va falloir bosser là-dessus parce qu'il se procure des belles occasions qui terminent pas et si il fait ça, je pense qu'il passe un cap. Lallana me semble avoir beaucoup plus de football et d'intelligence, désolé d'employer ce terme, que Sterling, qui me déçoit de jour en jour. C'est juste le degré. Alors j'ai un pote qui utilise l'expression, je la trouve magnifique, le poulet sans tête. Ouais. Sterling me fait penser à ça. Va faire du football américain si ton but est de faire des lignes droites et d'attendre un ballon. Tu vois, honnêtement. Alors là, c'est beaucoup de qualité naturelle pour ça. Donc il réfléchit pas le jeu. Alors c'est vrai que Lallana, c'est quand même un jeu plus complexe, plus complet. Mais dans la finition, il me déçoit autant que Sterling, même si c'est pas les mêmes joueurs. Par contre, t'as un joueur qui me déçoit un peu parce que justement, il pourrait avoir cet apport dans la finition, c'est Rooney. Et je trouve qu'il a un jeu beaucoup trop latéral. Il joue que latéralement, il ne joue pratiquement jamais vers l'avant. C'est surtout un attaquant qui est devenu milieu aussi. Oui, c'est une évolution de son propre rôle. Alors j'avais vu ça contre le Pays de Galles, je trouvais qu'il servait à rien. Mais je crois qu'ils le mettent milieu pour Vardy, pour favoriser Vardy Kane, parce qu'il peut plus jouer ailier vu sa méforme, mais qui trouve que c'est quand même un garçon important dans l'équilibre. Ce que j'avais lu sur la presse anglaise. Alors je sais pas si à Manchester il a joué à 10 ou 8. Ça a changé tout le temps. En fait, bon, il a été Martial à gauche. Mais là, c'est plus pour favoriser Kane, Vardy. Et il y avait même à un moment un 4-4 de losange où t'avais les deux, Kane et Vardy. Et ça, je pense que l'Angleterre, ça aurait été intéressant. Par contre, faut sortir Lallana et Sterling. Dans ce cas, faut mettre du Anderson, des joueurs Wilshere, des garçons comme ça. En sachant que Lallana peut très bien prendre la place de Rooney en meneur axial. Et Rooney alors ce qui est sans doute son poste le plus intéressant. Faut-il sacrifier Rooney? Alors moi je l'ai trouvé bon sur les premiers matchs. Par contre il a raison, il prend pas beaucoup de risques, mais il était utile dans la construction du jeu. Mais dans le déséquilibre, non. C'est-à-dire construction, tout d'un coup il va déborder pour Lallana, il va mettre une transversale pour Lallana. Lallana va se retrouver en 1 contre 1. Et lui va faire la différence. Ouais, mais et par contre, il y a aucune différence de Rooney. Comme il y a sur des blocs bas. Comme le jeu anglais est fait de beaucoup de fougue et de changements de rythme, comme on voit monter assez haut les latéraux. Moi, je trouve que Rooney ralentit le jeu. Pas toujours. Des fois, j'ai vu des transversales pour des latéraux, il les met à pleine vitesse, mais j'ai aussi vu des transversales, comme tu dis, sur la même ligne, on va dire, c'est-à-dire que c'était une transversale qui faisait pas forcément avancer et qui arrêtait le garçon. Le temps qu'il lui mette, l'autre il était pris en 1 contre 1 et devait faire la différence tout seul. Ce serait intéressant de voir Lallana en 10, mais je sens pas Hodgson sortir Rooney. Ouais. Mais pour poursuivre sur ce que disait Michel, Rooney, pour moi, j'ai l'impression qu'il est qu'il n'est pas de la même génération que son équipe. Il y a un renouvellement qui est quand même complet. T'as de nouvelles têtes en Angleterre, et j'ai l'impression que Rooney n'est plus en phase, même pas au niveau du jeu, mais au niveau de l'esprit, au niveau des cuites, il boit moins qu'avant, il est moins oui, il boit plus. Performant plus sérieusement, Par contre, je l'ai trouvé dans l'état d'esprit. À la Gareth Bale. Ah mais complètement, il reste iconique. Contrairement à Cristiano Ronaldo ou à Pogba, je l'ai trouvé dans l'état d'esprit dont j'en parle depuis toujours. Et par contre, on est méchant un peu parce que face à la Russie, il met une sacrée frappe, il y a un sacré arrêt de Akinfeev. Bon, oui, c'est ça. Voilà, donc il passe pas loin. Je suis d'accord avec toi qu'il a moins d'impact dans le jeu, il a moins d'emprise, mais il est pas mauvais pour autant. Mais je suis d'accord avec toi que l'Angleterre pourrait s'en passer. Alors faut-il s'en passer? La question est clairement là, c'est pas du conditionnel, ça reste Wayne Rooney, ça reste une icône, c'est difficile de s'en passer. Il doit retrouver plus d'agressivité. Mais il fait pas partie de cette nouvelle génération d'anglais qu'on veut voir quelque part. Voilà, qu'on veut voir, qui sont peut-être encore un peu tendres. Et que je préfère à l'ancienne, tu vois. On disait tout le temps l'Angleterre favorite. Ben non, je dis moi jamais favorite. J'attends le retour d'une génération, Lineker, Gascogne, d'accord, David Platt et compagnie. Peut-être que ça, dès Lallana me donne envie. Voilà, alors ça c'est les espoirs qu'on peut avoir sur cette Angleterre-là, avec des joueurs formés à solide derrière aussi quand même, Michel, tout le monde, ils prennent pas de temps de but, ils concèdent peu d'occasions. Joe Hart a fait une petite erreur sur Gareth Bale, elle est pas facile quand même, il y a le petit rebond avant, même s'il doit la sortir, on est d'accord, mais une Angleterre solide, qui prend peu de buts. J'en place une quand même pour
marquer la formation du club de Southampton, puisque les joueurs qui sont vraiment bons à 7 € sont formés à Southampton, ou alors des joueurs qui vont se démarquer. De très bons Anglais. Donc, Gareth Bale. T'as Gareth Bale. T'as Ryan Bertrand qui a fait un très bon match en arrière gauche hier. T'as Nathaniel Klein qui était vraiment bon à droite. T'as qui encore? T'as Lallana qui est formé à Southampton. Davis, non. Il joue là-bas, mais peut-être pas formé il joue là-bas, mais il est pas formé là-bas. Mais bon, parler Irlande du Nord. Alors, ce qui est intéressant avec cette Angleterre aussi, c'est le rôle des latéraux qu'on peut saluer. Alors moi, par contre, il dit Klein très fort, mais Walker, je trouve il a un ton au-dessus. Tu vois, si là je suis Real Madrid, je casse le budget sur Walker. Klein, j'aime beaucoup aussi, mais je trouve que Walker, il apporte beaucoup plus. Enfin, ils n'ont peut-être pas le même âge. Il est peut-être jeune, Klein aussi. Klein a 23, 24. Walker il est plus confirmé, donc peut-être que dans les 2 ans. Klein, mais c'est très bon quand même, Klein. Mais c'est vrai que, les 4 peuvent jouer titulaire. Avec ce qu'on a dit hier, incroyable. Alors qu'en équipe de France, t'as déjà du mal à en mettre 2. Bah moi, c'est l'inverse en fait. Je trouve que Rose est peut-être un peu supérieur à Walker, à Bertrand. Ah, Bertrand, oui, complètement. Ouais, par contre. Mais Mais Klein, c'est un autre registre. En tout cas, il y a des solutions sur le banc. Par contre, en charnière centrale, en termes de latéraux, quoi. J'aime bien Smalling. Je trouve qu'il a progressé, honnêtement. J'aimais pas au début, mais là, je trouve que. Oui. Mais par contre, s'il a relaissé Kyle Smalling, c'est que derrière, s'il y a une suspension ou quoi, il peut y avoir un vrai problème. Il y a pas de marge de manœuvre sur ces postes. L'Angleterre, moi, j'attends de les voir aussi face dans une opposition tactique contre un gros. Parce que si c'est Deschamps, Deschamps, c'est quand même un sacré roublard. Mais pas Angleterre. Ils ont joué le Pays de Galles, c'est pas un gros sur le papier, mais cette équipe, elle est chiante à jouer. Elle est chiante, et puis c'était un putain de derby. Ils ont été en difficulté, justement, tactiquement en première mi-temps. Le Pays de Galles qui a pris l'avantage, et ils ont pas non plus survolé le Pays de Galles en deuxième mi-temps. Ils ont fait la différence par l'envant. Oui, tu vois, mais 2-1, c'était quand même ric-rac. J'attends la première partie jeu d'échecs de l'Angleterre, en fait. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est clairement ça. Bah, je pense que là, ils en sont pas vraiment capables avec Oxon, et ça me fait un peu peur, sachant que, à mon avis, ils sont supérieurs dans le jeu, ils sont supérieurs dans un tas de domaines, mais quand il va falloir jouer contre un bloc bas, et d'ailleurs ils ont du mal contre les blocs bas, que ce soit la Slovaquie, que ce soit la Russie, face à des équipes peut-être meilleures, avec des joueurs comme Griezmann, avec des joueurs capables de marquer à n'importe quel moment, tu risques d'avoir une Angleterre qui va se prendre un but et qui va avoir du mal à revenir malgré le talent, malgré les occasions, et ça leur pend un peu au nez, c'est-à-dire beau mais sexy mais perdant, quoi. J'ai un peu peur de ça. Oxon confiant, je disais dans l'équipe, il disait quand ça va péter, on va faire mal. En gros, quand la première occasion va rentrer, avec toutes les occasions qu'on a, on peut mettre le carton. Et t'as un Joe Hart qui dit c'était notre destin, on s'en fout d'être deuxième ou premier au final. C'est des équipes qui misent beaucoup sur la confiance, en fait. Dès qu'ils ouvrent le score, oui, là effectivement, c'est un peu comme la Belgique, en fait. Exactement. Ouais, parce que l'Angleterre menée face à une autre équipe que le Pays de Galles, même si le Pays de Galles fait une super compète pour l'instant, ça risque d'être plus compliqué. J'attends de les voir. Intéressant, mais vraiment il va falloir franchir le cap, le gros gros cap à un moment donné, quoi. Ils ont fait de très belles phases de qualif aussi, le Pays de Galles, ils ont battu la Belgique, la Slovaquie qui a battu l'Allemagne en match amical, enfin un groupe difficile. Et cette Slovaquie qu'on n'a pas trop vu offensivement, mais qui a de très bons joueurs, notamment Hamsik, tu le disais hier, joueur de classe mondiale. Qu'on n'a pas vu défensivement, c'était intéressant. Ouais, il s'est concentré sur les cages défensives. Il a eu l'attitude. Il a eu l'attitude du leader, et ça c'est intéressant aussi. Il y a Kucka aussi, le joueur du Milan AC, qui était régulièrement titulaire sous Mihailovic, qui est un bon petit joueur aussi. Gardien que je connaissais pas, mais qui fait quelques gardiens. Le Jurica, qui est un très sous-estimé défenseur central. Ça fait des années que je le prends dans Football Manager, il m'apporte que des satisfactions. Non, Durica, faut pas oublier. Très bien. Alors Durica également en défense centrale, si je ne m'abuse, et le gardien dont j'ai pas le nom sous les yeux, mais qui a fait un très très bon match contre l'Angleterre. Pour moi, une équipe bien supérieure à Roumanie-Albanie, aussi. Ah, bien sûr. Pour moi, cette Slovaquie-là me fait beaucoup penser à la Slovaquie de la Coupe du Monde 2010. Oui. Déjà, et la Slovaquie a pour moi repris l'héritage de la Tchécoslovaquie qu'on pensait dévolu à la République tchèque. La Slovaquie propose quelque chose qui me semble venir de Nedved. Tu parles de qui, des Poborski, tout ça, des oui, 96, un Hamsik se rapproche plus d'un Nedved, même si on est dans la comparaison en gros, mais il se rapproche plus d'un Nedved que d'un Pilar de la République tchèque. Je pense plus que c'est lié à une génération. En fait. Aussi, on est d'accord, mais ça me semble plus frais. Alors c'est intéressant. Une Slovaquie supérieure au Tchèque, je suis d'accord avec toi. Complètement. Plus d'individualité, plus de jeu, et puis bon, ils ont tenu eux contre l'Angleterre dans cette attaque-défense, alors que les Tchèques ont cédé en fin de match contre les Espagnols. Parce que les Tchèques, tu les prends il y a
enfin pas forcément dans la génération Nedved qui était une génération dorée on va dire, mais un petit peu plus tard t'as quand même un Rosicky, t'as un Plazil. Aujourd'hui bien sûr. Cramé, mais ça aurait été une belle équipe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la scission de la Tchécoslovaquie, tu as quand même 2/3 des habitants qui sont en République tchèque, Oui. 1/3 en Slovaquie. Tu as toutes les structures de formation qui sont en République tchèque. Tu as les grands clubs, le Sparta Prague et tout ça, qui sont en République tchèque. T'avais que le Slovan Bratislava qui est resté en Slovaquie. La formation slovaque est assez étonnante. Comment ils s'appellent là, les Slovaques là qui étaient en Ligue des Champions en phase de poule? Zen, Victoria. Non, pas eux, ça c'est en République tchèque. Non, oui, c'est ça, en... Košice? Non. Ça c'est non. C'est en Slovaquie, Košice. Ouais, mais c'était pas eux. D'accord, je ne sais pas alors. Honnêtement, Mais c'était des Slovaques. Non, c'était pas le Slovan. C'était pas le Slovan. Slovan Liberec peut-être? Non, ça c'est en Slovénie. Non, Liberec c'est pas en Slovénie, tu rigoles. Ah non, alors c'est en République tchèque, ouais. Ok, bon, on s'y perd un peu. Je vais retrouver. On va retrouver ça. Juste un mot sur la Russie peut-être. Alors la Russie, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé, mais Russie, alors qui avait démarré, moi j'avais aimé leur organisation défensive contre l'Angleterre. J'avais dit, il faut alors on va voir maintenant s'ils arrivent à attaquer contre un calibre un peu inférieur. Ils ont pas réussi. Ils sont pas rentrés dans leur compète. C'était assez pitoyable, mais après j'aimerais juste rappeler le nombre de forfaits juste avant 7 €. Pour la Russie. Oui. Cherichev notamment, hein, qui a fait une belle saison. T'as Cherichev, t'as Dzagoev, t'as Denisov. Ça c'est des joueurs majeurs hein, de la formation russe, donc voilà. Glouchakov aussi, il me semble. Alors là, tu m'embouches un coin là. En tout cas, c'est un gros joueur russe et il me semble qu'il est également absent. Qui joue où au Spartak. Non, au Lokomotiv, pardon. Au Lokomotiv, d'accord. Ok, alors oui, il y a peut-être eu des forfaits qui ont influé sur la qualité de cette équipe russe. Mais tu as quand même 300 millions d'habitants. Tu es censé avoir un vivier de joueurs suffisant pour ne pas finir quatrième. Absolument. Tu es censé avoir quelque chose pour ne pas finir quatrième comme une vulgaire Roumanie ou une Albanie. C'est vrai qu'un Kokorin présenté comme la star offensive, il a rien fait quoi. Un Dzyuba qu'on nous présentait comme Chatov décevant, comme le Ronaldo russe. T'as Akinfeev qui tient à peu près la baraque, puisque je suis persuadé que sans Akinfeev, c'est 3 fois 3 buts qui se prennent. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu le dernier rempart côté russe, mais inquiétant avant la Coupe du Monde là-bas ou très inquiétant, très inquiétant, mais moins inquiétant que pour les équipes africaines qui vont se qualifier et devoir aller en Russie. Ah, sur le plan des supporters, sur le plan de l'accueil, ça risque d'être compliqué. Ah, ça va être, c'est vrai que là, il va falloir, il faudrait que les Russes l'organisation soit au top, pas comme en France, justement, actuellement, où il y a quelques ratés. C'est ça. Faudrait que les Russes jouent à Yakoutsk, en Sibérie, ou même en plein été, il fera moins 20, peut-être qu'ils auront l'avantage. Voilà, c'est le conseil organisationnel. Le champion slovaque, c'était Žilina. Ah, Žilina, d'accord. Bien vu. Qui avait perdu 7-0 contre Marseille, merci Mathieu. Voilà Mathieu qu'on salue, qui sera là au micro vendredi je crois, pour parler également de la Russie. Qu'est-ce que je voulais dire, j'ai oublié. Oui, c'est un petit peu dans la continuité aussi des précédentes compétitions internationales, c'est-à-dire que l'Euro il y a 4 ans c'était un peu la même Russie, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde en tout cas c'était très décevant avec Capello qui avait pas du tout réussi. Pareil, on les attendait, on se disait premier match bon ok moyen, deuxième match ils sont pas du tout rentrés dans la compète. Là pareil, photocopie malgré le changement d'entraîneur. La Russie c'est le phénix qui ne renaît pas de ses cendres en fait. Depuis 2008 où tu avais ils ont fait un exceptionnel Euro, on se rappelle de l'épopée Arshavin. Oui. Mais depuis 2008, ça ne donne plus rien à la Russie. Demi-finaliste, je crois, en 2008. Oui, absolument. Mais pour moi, c'est un peu surcoté avec du recul. Parce que tu regardes souvent les garçons russes, dès qu'ils partent en Europe, ils font rien. Arshavin, par exemple. Alors que les Slovaques, finalement, s'exportent. Skrtel, Hamzic. Il n'y a pas de garçons comme ça en Russie. Et quand les clubs font des gros campagnes européennes, il y a beaucoup de Brésiliens, il y a beaucoup de Sud-Américains. Donc finalement, qu'est-ce que valent ces Russes? Ces Russes sont bêtes et disciplinés. Difficile de les jauger, mais effectivement. Y a pas à part Cherichev que j'ai trouvé très bon cette année et qui n'est pas là. Tu m'as cité un autre nom qui était intéressant mais qui n'est pas venu. Zagoev. Ouais, donc finalement les meilleurs n'étaient pas là et tout le reste ça reste des joueurs qui jouent tous au pays, bêtes et disciplinés, mais il n'y avait pas vraiment de talent. Un peu comme les Ukrainiens, encore moins forts les Ukrainiens. Les Ukrainiens c'est aussi particulier vu la situation politique du pays en guerre, etc. avec tous les problèmes. Donc c'est tu vois Dynamo Kiev problématique. Il faudrait voir les stars c'est pas des Ukrainiens Dynamo Kiev. Belanda, il y avait Dniepropetrovsk aussi qui avait terminé en finale d'Europa League il y a un an. C'est vrai que là, c'est des équipes un peu mixtes. Il y a quelques Ukrainiens. Après, ça, la plupart sont étrangers. L'Ukraine c'est encore différent, mais la Russie, les joueurs russes jouent en Russie. À l'Est, ils ne peuvent pas tous être la Croatie où tu vois la formation qui est quand même exceptionnelle. Le Dynamo Zagreb qui est le deuxième meilleur club formateur d'Europe après l'Ajax d'Amsterdam, tout simplement. C'est fort ce que fait la Croatie. Ça tient beaucoup sur Modric. D'ailleurs, tu l'as vu à la panique lors de sa blessure au deuxième match. Plus que Rakitic. Modric, c'est le plus que Rakitic. Modric, il est exceptionnel. Des Modric, des Hamsik, il y en a toujours en Europe de l'Est.
Il y en aura encore, tu vois. Imagine tu refais une Yougoslavie là, donc Serbie, Croatie, c'est juste l'équipe que t'aurais. C'est juste Ils seront pas d'accord, mais Non mais, différents pays. t'imagines la sélection que t'aurais, Ah oui. c'est exceptionnel. Ah, ça. Dans toutes les lignes là, ça serait complet. Hein. Et pas que dans le foot, hein. Dans le basketball, c'est la même chose. Ce sont des sportifs. Les Slaves, c'est quelque chose. Ah, ils sont à fond, ils adorent le sport, ils sont vraiment à fond là-dedans. La Croatie, on verra aussi si les problèmes avec les supporters qui interrompent les matchs, jet de fumigène un petit peu pour protester contre la fédération, contre la corruption. On verra si ça se poursuit. C'est vrai que la Croatie risque de payer un petit peu cette situation-là. La Croatie qui risque de jouer contre l'Italie en 8e. Qui risque de finir 3e. Hein. Et qui risque de finir 3e. Donc imagine l'Espagne leur met un carton et les Tchèques gagnent. Ça peut aussi être une autre rencontre pour eux. Et puis pour revenir à la Slovaquie qui pourrait jouer contre l'Espagne. Hein. Ça c'est une des possibilités par exemple. Mais sachant que cette situation avec les troisièmes, cette situation n'est pas claire, difficile encore de dire. Mais ils seront sans doute qualifiés. Hein, la Slovaquie là du coup. C'est sûr. C'est fait. Plus 1 c'est fait. Voilà. Et c'est fait, d'accord, ok, c'est fait. Donc la Slovaquie y sera. On verra contre qui. Mais gros match en perspective pour les Slovaques. 4 points, c'est bon. D'accord, ok. Automatiquement. 4 points, c'est bon, même automatiquement. Tu peux avoir des cas de figure très spéciaux qui font qu'avec 4 points, tu ne te qualifies pas. Mais si on prend comme exemple la Coupe du Monde 86, 90 ou 94, qui sont les 3 seules compétitions à avoir eu ce format, avec 4 points, tu passes. C'est quasiment certain. Même là, si tu fais les calculs, même après, ça va se faire. Si l'Allemagne bat l'Irlande, c'est réglé. Complètement. Vu le contexte de cet Euro, si t'as 4 points, tu passes. Avec 3 points, tu peux passer. Avec le 3 points et moins 2 au goal average de l'Albanie, ça va être vraiment compliqué. Ça va être vraiment compliqué pour l'Albanie, mais ils sont déjà très contents d'avoir gagné. C'est vraiment la fête pour eux. Ça klaxonnait à Strasbourg d'ailleurs. Hein, j'ai vu en rentrant chez moi vers minuit dimanche des voitures avec les drapeaux. Pas beaucoup, mais quelques fans albanais qui étaient. Non, c'est fait. Hein. 4 points, c'est fait. Hein. Parce que demain soir, sur 7 euros, oui, on est d'accord. Mais dans l'absolu, sur ce format de compétition, 4 points ne t'offrent pas obligatoirement la qualif. Tu peux avoir 4 points et être éliminé. Ouais. Alors messieurs, il est déjà 14h, non pas 14h du tout, 17h34, voilà, je savais qu'il y avait un 4 dans... j'ai vu un 4 et j'ai mélangé tout. Enfin le lapsus. 10, ça fait... J'ai quand même fait 34 minutes sans. Donc 17h34 au Morito FC sur RBS. On parle à présent peut-être des matchs du jour, si ça vous dit, si ça vous va. Alors à 18h, on aura un Irlande du Nord Allemagne et un Ukraine Pologne pour déterminer, pour clarifier toute la situation dans le groupe. C'est le groupe C, voilà. Donc pour l'instant, l'Allemagne est en tête avec plus de différence de but, égalité de points avec la Pologne, 4 points. L'Irlande du Nord, 3 points, peut se qualifier, tandis que l'Ukraine, 0 points, c'est râpé, quoi. Alors tout d'abord, Irlande du Nord, Allemagne, Ukraine, Pologne, voilà ces deux matchs. Comment est-ce que vous voyez la situation? Comment est-ce que vous la voyez? Qui va passer? Comment ça va se décanter finalement? Je vois difficilement les Allemands ne pas gagner. Oui, alors, je ne dis pas qu'ils vont mettre 3-0 parce qu'ils nous déçoivent dans le dernier geste. Mario Götze est catastrophique, mais je sais même pas pourquoi. Il y aura peut-être Mario Gomez ce soir. Ah, peut-être. Ça serait même intéressant de changer. Il y a un Draxler qui devrait sortir pour Schürrle aussi, ce que j'ai vu dans la presse. Bon, on annonce aussi Schürrle à la place de Götze éventuellement. D'accord. C'est une des possibilités. Schürrle va jouer. Sans doute. Ouais. Je suis pas séduit par cette Allemagne, vous non plus, je pense. Même non, mais ça reste l'Allemagne. C'est la Mannschaft. C'est la Mannschaft. Hein. Si tu tombes si tu tombes contre eux en quart ou en demi ou même en huitième, que ce soit une grande Allemagne ou une petite Allemagne, tu sais que tu vas galérer. Alors c'est pas non plus une petite, mais il y a quand même des points faibles. Hein. Moi, j'ai trouvé les latéraux. J'ai trouvé excessivement détendu en fait. Dans l'attitude, je les trouve un petit peu trop laxistes, un peu trop ça va le faire. Contrairement aux Espagnols qui sont déjà dans la compétition et concentrés, même aux Italiens. Après ça peut être un avantage aussi, hein, pas de panique, hein, comme le match contre l'Ukraine où voilà, ils mènent 1-0 assez rapidement. Sans Manuel Neuer, ça aurait pu être plus compliqué. Il sort quand même 2 gros arrêts. Oui, c'est clair, mais l'équipe n'a jamais paniqué. Voilà, j'ai pas vu de. Non, je suis d'accord avec toi. Pas vu de grosse panique. À part peut-être un peu sur une situation de but où t'as Boateng qui la sort sur sa ligne, où là il y avait un peu le feu, mais sinon. Mais je les trouve pas tranchants. Et déjà quand ils ont gagné la Coupe du Monde, c'était pas la meilleure génération. La meilleure génération, c'est celle qui se fait battre par Balotelli en 2012, qui était vraiment, qui mettait des 3-4-0, qui était super tranchante dans le dernier geste. Peut-être. Là, Gomez, j'ai hâte de voir. Apparemment, il fait une grosse saison, mais Mario Götze, c'est pas lui qui sera champion d'Europe. Alors Götze, éventuellement, s'il se fait rentrer et qu'il marque à la 113e, peut-être, ouais.
Ouais, mais en tout cas titulaire comme ça. Titulaire, ça me paraît difficile de continuer. Il pèse pas du tout. Je pense qu'il va arrêter là. C'est parce que c'est les poules pour un petit peu. Le modèle Harry Kane Angleterre là. Je pense déjà en phase de qualif, l'Allemagne c'était pas très convaincant, donc. Qu'ils avaient perdu contre la Pologne d'ailleurs, il me semble en phase de qualif où c'était un match amical peut-être. Galéré contre l'Écosse aussi. Derrière des soucis Hector Ovedes, non? Ce que je dis dans la presse, je sais pas forcément. Alors les latéraux pour l'instant, Hector Ovedes, ouais. Ovedes qui n'est pas latéral justement. C'est un défenseur central à la base. On suivra ça. En tout cas, l'Irlande du Nord peut-elle faire trembler l'Allemagne? Comment est-ce que vous voyez ce match en particulier, Irlande du Nord-Allemagne? Tu peux toujours avoir une surprise. Il peut toujours se passer quelque chose. Mais honnêtement, ça serait vraiment très 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 surprenant. Surtout vu le niveau de l'Irlande du Nord, parce qu'on est un petit peu bluffé par leur deuxième match, sur lequel effectivement ils ont fait plaisir. Mais l'Irlande du Nord, ça reste. Pas trouvé que l'Ukraine a déjoué complètement. En plus, qui plus est, l'Ukraine est tellement faible que ça devient compliqué de juger cette victoire, même si ça fait plaisir pour l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord me semble être, avec l'Ukraine, la nation la plus faible de. Potentiellement, ouais, c'est vrai que. Donc apparemment, il n'y a pas grand chose. Les Ukrainiens qui ne s'entendent pas. Il y a eu des grosses bagarres Dynamo Kiev, Shakhtar Donetsk. Et pro-russe, anti-russe aussi. Exactement. Ah oui, ils sont vraiment pas unis et tu l'as senti dans le jeu. Ils prenaient des frappes sur 30 mètres alors qu'il y avait des appels. Et je passe pas la balle à mon pote parce que lui, il est là c'est compliqué. Il parlait mal. Là c'est vraiment compliqué. Pour l'Ukraine, malheureusement, c'est compliqué si en plus il y a des bagarres entre. Et puis Yarmolenko sur le côté, c'est un bon joueur. En fait, cette Pologne, elle me fait penser au Cameroun de la dernière Coupe du Monde, en fait. Alors l'Ukraine, pardon. L'Ukraine. Alors l'Ukraine, le parallèle Ukraine-Cameroun par Michel. Ouais. D'accord, très bien, pourquoi pas, hein. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'ils se tapaient dessus aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes internes avec des joueurs qui se battent, etc. Seulement ils se sont pas battus en public là, les Ukrainiens, alors qu'il y avait une altercation, je sais plus entre qui et qui. Et puis manque de talent aussi devant là, il y a un chauve qui a une tête un peu bizarre. Le chauve à barbe. Zuzoulia, le fameux chauve à barbe. Zuzoulia. En Albanie était bon, c'est pas génial. Yarmolenko, il te l'annonce partout, mais il te fait pas de différence. Oui, il a une super frappe. Laurent Robert, voilà, des années 96, grosse frappe. En Ukraine, je trouve que t'as un joueur de classe gold, c'est Konoplyanka. Konoplyanka qui joue en Espagne. Konoplyanka, t'as pas grand chose. Il y a rien d'autre, ouais. Et Timochuk qui est encore dans la sélection. Ah, qui est là, ouais. Tu vas le voir aujourd'hui, il a annoncé. Sélectionné, il risque de le faire. On se rend compte que les 24 nations ont au moins un gros joueur. Tout le monde a son gros joueur, jusqu'à la Hongrie. Sauf l'Irlande du Nord, peut-être. Jusqu'à la Hongrie avec un Zuzak. C'est pas mal. L'Irlande du Nord, oui. Allez, peut-être l'Albanie. Steven Davis. Allez, par défaut. Steven Davis. Ah, c'est pas mal. Southampton. D'accord. Ah oui. Peut-être l'Albanie qui a pas ce gros joueur parce que l'Oriksana. Youssai. Le Napolitain. Youssai. Et qui joue quoi, latéral? Latéral, oui. Ouais, mais un latéral. Qu'est-ce que tu as contre les latéraux? Je veux dire que t'as beau avoir le meilleur latéral, si derrière tu vas attaquer de l'autre côté, tu peux ne pas le voir. Je veux dire, bien sûr, il influe moins sur le jeu. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que. Mais bon, c'était quand même cohérent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des individualités dans chaque pays à sa star. Complètement. Voilà, c'est intéressant. Donc, malgré autre chose, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'extension de la compétition à 24 en prenant comme exemple l'Islande et d'autres pays. L'Islande serait dans la compétition si la compétition était à 16. Oui. Tout comme l'Irlande. L'Autriche. Tout comme l'Autriche, absolument. Oui, c'est vrai. Il y a que l'Albanie, il y a des pays comme l'Albanie, la Turquie qui ont profité de l'élargissement à 24. Et j'entends beaucoup, notamment dans ton émission, ce débat. Et ça m'hérisse les poils. Parce que l'Islande serait qualifiée même si on l'avait fait à 12. L'Islande a sorti les Pays-Bas, effectivement, a fini première. Absolument. Et c'est l'Albanie, la Turquie, la Roumanie, des pays d'Europe centrale ou de l'Est, qui ont profité, la Hongrie, qui ont profité de cette extension à 24. Après, l'Islande était barragiste de la Coupe du Monde. Non, c'est juste l'Islande. C'est mon coup de cœur, l'Islande. C'est mon coup de cœur. Mais c'est la presse qui dit petit poussé, tout ça, alors qu'il y a des joueurs parce que effectivement, il y a 300 000 habitants, enfin toutes ces choses-là. Mais il y a quand même des joueurs qui jouent dans. Ah mais complètement, bien sûr. Finn Bogason, c'est pas n'importe quoi. Sigurdsson. J'ai adoré Aldorsson au but. Je trouve qu'il est exceptionnel. Je le connaissais pas avant. Aldorsson. Atypique un peu. On croit qu'il sort de la salle de muscu, le mec. Mais il a joué très longtemps dans le championnat islandais. Il est parti en Norvège. Il joue à Glimt, Bodo Glimt. Bodo Glimt, ouais. Oui, alors par contre, effectivement, tu as raison. L'Irlande du Nord se serait par exemple qualifiée à 16 puisqu'ils ont terminé premiers. Sauf que au début des qualifs, il y a la règle du jeu qui indique déjà que les troisièmes seront sans qualifiés. Donc ça motive aussi. Tu joues les barrages quand t'es troisième. Tu joues les barrages. C'est intéressant de jouer les barrages pour éviter d'être premier ou deuxième. Mais du coup, peut-être que ces petites nations se sont ultra motivées pour ça et que, à contrario, certaines grosses nations comme les Pays-Bas se sont complètement. Pour moi, c'est des équipes. La Grèce aussi n'y est pas. Des sélections, Pablo. Oui. Islande, c'est toujours un peu les mêmes joueurs, 300 000 habitants.
Ça, c'est une qualité finalement. T'as 100 licenciés, c'est toujours les mêmes, et il y a des automatismes. Ouais. Et c'est important. On voit l'Italie. Il y a un reportage qui est très intéressant sur le site de l'équipe. Donc ils ont une partie qui s'appelle l'équipe Explore, et donc il y a un reportage sur justement l'évolution de la formation islandaise, avec la multiplication de la construction d'infrastructures, justement parce qu'ils n'ont pas de terrain, pas beaucoup d'infrastructures extérieures, donc il y a beaucoup de synthétiques sous dôme qui ont été construits là-bas, et ils ont beaucoup insisté sur la formation d'éducateurs. En fait, donc c'est des anciens internationaux qui ont passé des diplômes, qui s'occupent aujourd'hui de la formation, mais vraiment à bas étage. Hein. Ça commence chez les tout petits, et tu vois justement que ces infrastructures sont mises en place pour toutes les catégories. Hein. Tu vois, ça passe des petits gamins qui jouent dans les petits clubs à pratiquement les internationaux qui croisent, quoi. Voilà, après il y a une culture athlétique aussi. Tu me parlais avant des Slaves qui sont très sport, très compétiteurs. Ouais. Les Islandais, il n'y a pas un gros. T'as vu, athlétiquement, faut se manger. Hein. Enfin, physiquement, c'est du steak. C'est les Scandinaves. Mais pour en revenir à l'Islande et pour finir le chapitre, c'est que ce qui est impressionnant, c'est que lorsque j'ai découvert le foot, lorsque je commençais à m'y intéresser, donc dans les années 90, c'était la nation qui se prenait des 4, des 5-0 en qualif, qui n'aurait jamais imaginé être quatrième, ne serait-ce que quatrième de son comme l'Albanie à l'époque, c'était pareil. Hein, c'est ça. Au niveau de l'évolution de ces pays, c'est remarquable. C'est vraiment il y a une grosse évolution. Comme si Andorre ou Liechtenstein aujourd'hui était qualifié. C'est un petit peu. Ce qu'il dit, ouais. Il prenait des 4. Andorre ou Liechtenstein, c'est peut-être abusé, mais le Luxembourg, c'est comme si le Luxembourg se qualifiait. Voilà, on est là. Qui risque d'arriver, hein, avec c'est complètement. Tu peux voir une Azerbaïdjan ou un Luxembourg troisième. C'était un euro à 50. Non, mais Luxembourg, il y a Vincent Thiel qui arrive, il y a quelques joueurs qui arrivent. Luxembourg. Intéressant, non? On dirait pas Ologi. Méfiez-vous du Kazakhstan. Vincent Thiel devait signer au Bayern. Non, mais attends, tu as maintenant 55 nations dans l'UEFA. En imaginant 11 groupes de 5, Luxembourg peut mettre derrière elle une Arménie ou une Azerbaïdjan. C'est aussi ça. Et en étant troisième, tu peux te qualifier. Luxembourg à l'Euro à 24, c'est pas impossible. Ouh là 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 là, à voir, donc à venir. On en est loin, mais rappelons-nous l'Islande il y a 20 ans. Mais tu as raison d'en parler. Si il y a 20 ans je vous dis ça au sujet de l'Islande, vous me dites que je suis un fou. Non mais l'Islande qui en 98, je crois, fait match nul contre la France juste après la Coupe du Monde, je crois, c'était en Islande. Il n'a jamais été facile là-bas pour les matchs. Et match retour 3-2 pour la France qui est menée 2-1. Effectivement, c'était très dur pour la France en qualif pour l'Euro 2000. Et la Russie aussi. Rappelons-le, ouais. L'Ukraine dans le groupe. Effectivement, donc déjà dans les années 90, à la fin des années 90, l'Islande commençait déjà à pointer le bout de son nez. Et c'est intéressant de rappeler que derrière, en coulisses, effectivement, derrière le côté apparent, il y a un gros système de formation des éducateurs et il y a vraiment une volonté de créer des conditions parfaites pour que ce football en arrive là à éventuellement se qualifier pour les huitièmes de finale. Islande-Autriche, c'est à suivre en tout cas prochainement dans les prochains jours. Ce sera demain d'ailleurs, hein, à 18h. Par contre, je comprends pas là, les bookmakers et même la presse t'annoncent l'Autriche favori. On n'a pas vu le même foot. Ah bah au niveau du football, on est d'accord, mais cela dit sur les avant le tournoi, oui, mais là depuis moi j'ai vu une amélioration quand même de l'Autriche. Ouais, mais l'Islande c'est quand même costaud. Enfin pour moi c'est au moins du 50-50 voire 60-40 pour l'Islande. L'Autriche entre guillemets, c'est les têtes de série de ce groupe avec le Portugal. Hein. Ouais, c'est un peu cette logique tête de série, etc. Ouais, cela dit, l'Autriche reste favori clairement. En tout cas, tout de même. Mais l'Islande, avec un peu plus de possession, ce qui m'a inquiété encore une fois contre la Hongrie, difficile quand même d'espérer gagner un match avec 70% de possession contre toi. Je sais pas Sergio, toi qui tu peux. Tu peux, mais c'est difficile. Moi j'ai déjà fait Vendenheim contre Lyon, hein. Ou des clubs comme ça. Mais toi tu es un génie, toi. Non, c'est les joueurs, mais je veux dire, t'es pas obligé d'avoir le ballon. C'est finalement toute une histoire de déséquilibre et de phase de finition. Par contre, t'as pas le ballon, tu vas être fatigué. Sur une compétition comme ça, chapeau à la Grèce, parce que ça veut dire que tu passes 90 minutes fois 8 matchs à courir après le ballon. Donc là, tu parles de la Grèce 2004, bien sûr. Hein. C'est fort. Enfin, à un moment, il faut quand même des temps où il y a des temps morts, où tu restes à terre, où tu prends 10 ans à faire une touche, ou alors comme l'Italie quand il gagne 1-0. C'est Buffon qui fait semblant qu'il tire le coup franc. Finalement, c'est Chiellini rejoue sur Barzagli pour Buffon. 3 minutes, il s'est rien passé. Gardien, défenseur central, gardien. Tu ne peux pas courir après la balle constamment. C'est juste ça. La Pologne face à l'Ukraine, la Pologne également qui a montré des choses assez intéressantes pour le moment, sans être pour l'instant hyper convaincante non plus. Match contre l'Ukraine, la Pologne peut-elle tomber dans le piège et se faire pas éliminer puisqu'ils ils termineront troisième au pire. Pareil qui a fait des très belles phases qualificatives. Hein. Il termine derrière l'Allemagne mais pas loin il me semble. Hein.
où elle a jamais perdu contre l'Allemagne. Donc cette équipe de Pologne qui aurait été qualifiée aussi à 16. Oui, complètement. Et Ça une progresse, belle sélection, ça progresse de compétition en compétition. Sur ce que j'ai vu sur le début de l'Euro, la Pologne, j'ai pas eu le coup de foudre. Pour l'instant, non, ouais. Par contre, contre une Ukraine complètement démobilisée, il y aura aucun souci. Hein. Ils en mettront au moins 2 ou 3. Il y a trop d'enjeux pour la Pologne. Là. C'est ça, on est d'accord. Alors que l'Ukraine va peut-être essayer de sauver l'honneur, mais si ce qu'on a dit il y a quelques minutes reste vrai, c'est-à-dire des conflits, ils auraient même pas envie de sauver l'honneur finalement. Donc non, je vois pas l'Ukraine faire quelque chose. C'est un match pour Lewandowski, je pense là. C'est ça. C'est ça, le petit match à stats. La Pologne peut faire très mal si les joueurs trouvent vraiment leurs automatismes, parce qu'ils se connaissent. Sur le flanc droit, t'as Piszczek et Błaszczykowski, ils se connaissent. Ils ont joué très longtemps ensemble à Dortmund. Si t'as la relation Milik-Lewandowski qui tourne, ça peut faire très bon aussi. Hein. T'as un Krychowiak aussi. T'as des joueurs vraiment qui peuvent apporter énormément dans. Et Kamil Glik en défense centrale. Oui, les joueurs du Torino. Oui, rappelons-le. Et 2 gardiens de qualité, hein, parce que Fabianski fait un bon match contre l'Allemagne. Les deux font un bon match, voilà. Donc ils ont vraiment les outils, ils ont le matériel pour. C'est plus la gagner. Pologne de quand ils ont su l'Euro là. Ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est l'Ukraine qui va essayer de mettre beaucoup d'intensité en début de match, parce que les Ukrainiens ont tout intérêt à vouloir chercher une victoire par 2 buts d'écart pour espérer. Le miracle. 3 points et une différence de but. Je crois pas. Hein. Pour moi, c'est éliminé parce que dans la presse ils disent que l'Ukraine est éliminée. Différence de but particulière, c'est ça. Hein. Alors c'est ça. Ouais. En fait, si tu as le même nombre de points que ton homologue, ça n'est pas ta différence de but qui sera prise en ligne de compte, mais ton résultat par rapport à cet homologue. Voilà. Donc, ça c'était un peu dérangeant parce que l'Ukraine, au bout de 2 journées, savait qu'elle était éliminée et ne pouvait même pas jouer sur le tout pour le tout au 3e match. C'est un peu dérangeant. Je préfère clairement le classement à la différence de but. C'est un classique dans le football. La confrontation particulière, c'est un truc de basket, quoi. Bah, mea culpa, alors. Alors, moi, je pense que ça va terminer un petit peu comme hier, Pays de Galles, Russie. L'Ukraine va se faire battre assez largement par la Pologne. Je sais pas si vous partagez. Pronostic, allez rapidement. Pronostic Pologne-Ukraine. Navis. 2-0 pour la Pologne, tout simplement. Michel. 2-0 aussi. Sergio. Allez, 3-0. Allez, 3-0 pareil pour moi. Et on passe à Irlande du Nord, Allemagne. Là aussi, prono. Navis. Là, allez, 0-1. Petit 1-0 pour l'Allemagne. Le premier but va être le plus compliqué. C'est ça. Un peu comme celui des Polonais qui a marqué un 0. Là, je vois les Irlandais se mettre en mode héroïque pendant 90 minutes. C'est quand même l'Allemagne. Il y a quand même des points à prendre. Il y a quand même une qualif à chercher. Il y aura un gros public là aussi. Je vois pas passer. Irlandais. Je vois le 0-1. D'accord, 1-0 pour l'Allemagne, pour Navis. Michel. Trop fier, les Allemands. 4 ou 5-0. Ouh là 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 là. Michel qui lâche les chevaux. Et Sergio. Allez, 2-3-0 parce que il a raison, mais l'Allemagne va peut-être devoir accélérer si les Polonais mènent 2-0 à la mi-temps. Là, il y a une confrontation directe entre Allemagne et Polonais. Et là, par contre, je crois que ça change beaucoup. Être premier ou deuxième dans ce groupe-là. Autant l'Angleterre, ça changeait rien. Là, il me semble que ça change beaucoup. Alors le deuxième du groupe devrait affronter la Suisse en fait, tandis que le premier affrontera un troisième. Ouais, mais c'est surtout, tu joues la Suisse, tu rejoues l'Espagne en quart directement. Et effectivement, le vainqueur de Suisse, Espagne en quart. Voilà. N'empêche que tu peux faire un peu de réalité virtuelle football, si j'ose dire, mais en partant du principe qu'on siffle le péno à la dernière minute contre la France, contre la Suisse, qu'on finit deuxième et que ce soir t'as le petit accident, on aurait pu se taper un France-Allemagne en 8e. Ah oui, bah voilà, ça aurait été du lourd. En fait, on n'est pas loin, t'as raison. On croit que c'est fictif, mais. Et l'autoroute, jusqu'au demi. L'autoroute qui se transforme en petit sentier, ça peut se produire éventuellement. Voilà, effectivement. Tu peux avoir la Croatie 3e aussi, hein. Tout le monde veut. Bah c'est ça, t'auras beaucoup de faux semblants. On est d'accord. Allez, on n'a pas fait les pronos jusqu'au bout, j'ai pas dit le mien. Allez, moi je dis 0-0, une Allemagne décevante, une Irlande du Nord héroïque qui tient le bon bout jusqu'au bout et l'Allemagne qui va peut-être se réveiller en 8e, ça reste à voir. On parle également des matchs de 21h, notamment il y aura un joli Croatie-Espagne s'il n'y a pas trop de fumigène sur la pelouse lancée des tribunes. C'est vrai que les Croates, les supporters croates... sans Luka Modric ou pas? Je l'ai pas vu dans les compos. Je l'ai pas vu dans les annoncés absents. Donc quelle est on sait pas. Ouais, sachant que là aussi, si la Croatie termine en tête, tu sais que moi, si je suis sélectionneur, je fais tout tourner en Croatie parce que je me dis que je joue sur la fraîcheur en 8e.
Vous comprenez ce que je veux dire? Là, je fais tourner. Ce soir, je fais tourner. Ah oui, ce soir, oui. Complètement. Ce soir, je le ferai aussi. Résultat, Ce soir, là où je le j'ai ferai un- aussi. Là où j'ai peur pour la Toujours le Croatie, huitième. c'est que dans leur match, je trouve une débauche d'énergie énorme. Exactement. C'est pour ça que je te dis ça. Parce que deuxième affrontera l'Italie, hein, donc peut-être que la Croatie a aussi intérêt. Ou alors, oui. Après, je crois que ce groupe-là, c'est quand même le groupe à la lisibilité la plus claire. Moi, je vois un Espagne, Croatie, on a qui en troisième? Tchèque ou Turquie? République Tchèque, Turquie. Mais Voilà. Turquie, c'est je crois fini, que c'est hein. le groupe le plus, mais c'est le groupe le plus lisible. Imagine Turquie gagne que Au 1 niveau ou du 2. Je classement. vois pas les Turcs mettre 3-0 à Petrocec. On est Ils d'accord. vont gagner. Peut-être 2-1, 1-0. La Turquie, Ça tu suffira penses pas, que Bah, peut-être. Ouais. La Turquie, Peut-être, il y a quand même c'est un pays de football. Fatih Terim, c'est un coach qui a quand même fait des choses bien, même si l'équipe est moyenne pour le moment. Enfin, moyenne, elle s'est tapée 2 grosses sélections quand même, hein. Espagne-Croatie, c'est pas facile. C'est clair. Mais malheureusement, ils ont pris le premier carton de l'Euro et ça va leur être fatal à la différence de but. Donc là, c'est un peu dommage. La Turquie déjà dans le éliminée, groupe en fait, de ouais. Roumanie-Albanie, parce que tu perds que 1-0 contre les gros, complètement. que l'Espagne qui te met le 3-4-0. C'est ça le problème. Donc la Turquie virtuellement quand même éliminée. À moins d'en ça mettre va 3 au être, Tchèque, mais- ça va être compliqué, je pense. Hein. Moi, pour moi, c'est vraiment le groupe le plus lisible. Espagne, puis Ouais. Croatie, puis République Tchèque, puis Turquie. À moins que la Croatie batte l'Espagne. Mais vous avez trouvé les Turcs vraiment nuls? Moi, je trouve l'Espagne pas forte. vraiment nul, mais tu as, comme on disait avant, hein, que chaque équipe a sa grosse star. En Turquie, Serdar Turan, il y a un vrai problème d'acceptation par le public, Ah qui oui, ça, apparemment c'est clair, a un oui. problème actuellement avec lui. Derrière, tu as Burak Yilmaz devant, mais qui n'a pas montré grand-chose Çalhanoğlu. en dehors de Galatasaray. Çalhanoğlu notamment, mais ça me semble, on est loin des Hakan Şükür et des. Ah oui. À Chansas, à l'époque là. C'est pas la Turquie de la C'est Coupe du une Monde petite Turquie. C'est une petite Turquie. 2002. Mm. C'est vrai qu'à l'époque ils avaient terminé 3e les Turcs. Moi, je les trouve Corée-Japon. impuissants, en fait. 2008 aussi. Ouais. Et en 2008 Ah, bien c'est sûr gros, ils je les ai avaient été, trouvés ils avaient été bons. Mais après, il y a pas eu de plan mauvais, de mais jeu. impuissants. Je trouve quoi. pas qu'il n'y a pas eu de plan de jeu. Eux, ils sont pas vraiment joués bas. Tu vois, ils ont pas vraiment fermé comme d'autres. Ils ont essayé d'attaquer, mais sans pouvoir le faire. Et donc, il y avait un peu porte ouverte. Enfin, je trouve que le plan de jeu, il était pas clair. Alors que face aux Croates et aux... C'était pareil un peu en phase S'ils avaient de qualif, hein, ils terminent 3e, ils vont pas au barrage parce que c'est le meilleur 3e, mais c'était poussif. Hein, là. Ouais, mais s'ils avaient fait un vrai bloc bas comme Roumains et Albanais, Ouais, mais et contré avec des morts... Est-ce qu'ils en sont capables? Parce que ça, ils pouvaient le faire quand derrière t'avais un, comment il s'appelait, Servette Cetin, je crois. Ouais, Servette Cetin, ouais. Métine, Servette, non, c'était Chetine. Ouais, ou un rouge tout au but. C'est vrai que le gardien là, Voilà. Donc là, c'était vraiment le rock derrière, le mec vachement imposant, 1m90. Voilà, là, tu avais vraiment. Et pourtant là, je comprends pas trop parce que là, tu me parles, c'est un pays de football et il y a aussi beaucoup de joueurs, mais ça forme pas super bien avec du recul. C'est Il y clair. a beaucoup de C'est joueurs, clair. mais en termes de qualité, Ouais, la qualité, on passera. Ce qui reste en Turquie actuellement et qui restera toujours, c'est la folie de leurs supporters. Rien que pour ça, ils ont un vrai amour pour le jeu, quoi, ces gens-là. Ah bah c'est des fans de foot, c'est Ils sont à fond, très ils sont à fervent. fond. Et quand l'équipe nationale joue un petit peu, les rivalités, il me semble, s'effacent. Beşiktaş, Fenerbahçe et Galatasaray, c'est toujours assez à couteau tiré. Et quand c'est l'équipe nationale, ça, Après, un peu j'ai comme au vu- Portugal. Hein, T'as plusieurs espèce d'union t'as sacrée. aussi plusieurs explications sur les mauvais résultats de la Turquie dues aux divisions créées par les clubs, puisque c'est plus que un Turc jouant à Galatasaray ou un Turc jouant à Beşiktaş, c'est plus qu'un club. Hein. Chez eux, c'est une religion. Ah oui. Tu es identifié lorsque tu marches dans la ville comme le mec de telle ou telle équipe. C'est plus qu'un club. Donc ça a pu jouer peut-être sur la division de l'équipe nationale turque aussi. moi, ce que j'ai entendu, ça forme mal. Hein. Ouais, bien sûr, Qui était- bien sûr. Tu vois, On la voit, Croatie, il y a qui- tellement qui peu et ça sort. travaille vraiment. C'est ça. Qui Ah, sort de Galatasaray, Turquie? Actuellement, Fenerbahçe, personne tout ne ça. sort. Et ils payent des stars. Il y a C'est ça. Sneijder, Van Persie, tous ces gars. Au lieu Ils de payent des stars à 34 ans. Ça ressemble à de la Major League Soccer, le Exactement. truc. Ouais, après c'est de l'argent aussi qui vient souvent des fonds d'investissement, des clubs qui sont financés un peu de manière bizarre. Donc c'est Complètement, oui, ouais, c'est le cas de c'est le assez dire. pourri. Le foot turc est assez Mais toujours des ils scandales de mériteraient une corruption. équipe comme la c'est- Croatie, on est d'accord, le pays de football que Bien c'est. sûr, Et ils bien ont les sûr. moyens, il y a les hommes pour ça. Maintenant, c'est le travail de formation qui a à revoir. Alors les pronos pour ce soir, Croatie, Espagne, qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal, Navis? Alors c'est pas un pronostic, parce que si je faisais un vrai pronostic, je mettrais l'Espagne gagnante. Donc ça va être un choix du cœur. D'accord, allons-y. Croatie 2-1. Ah, la Croatie donc qui s'imposerait et terminerait première de son En tout groupe. cas, j'adorerais. Ouais, ce serait intéressant. Michel, 1-0 pour l'Espagne. 1-0 pour l'Espagne. Impossible, mais le plus beau match technique. Au niveau possession de balle, je vois pas les Croates fermer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les Croates vont jouer. c'est ça. En plus, il y a des mecs, s'il fait jouer Rakitic, Modric, ils se connaissent tous. Donc ça peut être sympa. Voilà, mais le score maintenant, ça se trouve ça finit à 0-0, Ouais, mais avec alors- beaucoup de possession. Voilà, donc moi j'ai aucune idée, franchement. Exactement. J'en ai aucune idée. 4-2, allez, 4-2 pour l'Espagne, Ah, un festival, un espèce de feu 4-2 pour la d'artifice. Croatie, ça serait énorme. Bah pourquoi pas, Michel? Ce serait magnifique. Ce serait fantastique. Et République Tchèque-Turquie, du coup, est-ce que les Tchèques vont assurer leur C'est quand même bizarre les gars parce que troisième place. j'ai pas trouvé les Tchèques
c'était deux visages. Hein. Si c'est les Tchèques de la première heure contre la Croatie, je pense que les Turcs peuvent gagner. Si c'est les Tchèques de la dernière demi-heure, c'est pour eux. Donc Ils ont l'âme slave. Dès qu'ils sont démotivés, c'est fini. Dès qu'ils ont plus d'espoir. Donc moi, non, le Turquie, République tchèque, je vois la fierté turque, mais être mise sur le tapis et une petite victoire à la Pyrrhus 2-1 aussi. D'accord, pour la Turquie alors, Navis. Une dernière victoire, mais face à la République tchèque. Parfaitement conscient que ça ne les qualifierait même pas. Une Juste victoire de la fierté, la victoire, voilà, la victoire la tête haute. Michel, Un partout. un partout pour Michel. Et Et, sans vraiment savoir. ouais, c'est pareil que toi, on sait pas. Là, franchement, difficile de savoir. Moi, on est dans un sens comme dans l'autre. Hein. logiquement, j'ai quand même trouvé la Turquie, j'ai trouvé très faible. Honnêtement, j'ai Mais vraiment comme pas il du tout parle aimé. d'orgueil, Arda Touran, c'est Mais peut-être là- là qui te sort le match. Exactement. Non, mais l'argument Exactement. est pertinent. Hein. L'argument mais de parce l'orgueil est très pertinent. Mais Petr très fort hein, sur cette compète, incroyable. Hein. T'as la République tchèque qui est totalement amorphe face aux Croates pendant 70 minutes. Exactement. Ça peut être 5 ou Sans 6 Petr c'est 5-0. Ouais, ouais. Moi, je pense que l'orgueil turc aura lieu. Mais après, t'as un orgueil tchèque t'auras- aussi, on peut il y, en parler il y aura aussi. l'orgueil tchèque également en face. Et puis, ouais, Thomas comme dit, Necid. Tchèche en face. Et une chose au but. bien, pas de Rosicky. Et Moi, je l'ai pas l'enjeu trouvé. vraiment important pour la Pas de République Rosicky, ça leur fera peut-être du bien. Hein. tchèque. Peut-être, ouais. À suivre. Dans l'impact physique, Ouais, moi, dans les Je transitions. dirais un 2-1 pour la République tchèque, difficilement, avec un match assez physique, fermé, mais avec des erreurs également. Donc ça Peut-être le match nul qui qualifierait- élimine tout le monde. Ce qui les La République qualifierait et ce qui rendrait du coup la Croatie, ce qui mettrait la Croatie 3e alors. Alors, En cas de à défaite. suivre, ouais, en cas de défaite. Ah, ce serait là aussi. Ça dépend. Ici, il faut que l'Espagne gagne par plus d'un but d'écart. Ouais, bah il a dit 4-2 pour l'Espagne. Ah oui, si on se fie à mes pronostics que je balance comme ça tout à fait au hasard, comme Paolo voit la manière Croatie scientifique. 3e. bah, c'est vrai que c'est difficile les pronos. Hein. Et plus de buts hein, depuis la troisième phase, de la troisième journée. Hein. On est passé sous la barre des 2 buts par match. Ouais, Au début, on était à 4 C'est après la deuxième journée de la deuxième journée qu'on prenne qui pourra, qu'on a commencé à voir des équipes marquer plus de 2 buts, des matchs où les deux équipes pouvaient marquer dans le même match, ce qui n'était pas le cas sur la première journée. C'était quand même assez impressionnant ces scores de la première journée. Ah, c'était toujours Le très 0-1, serré, ouais. le 0, le 1-1. Mais pas des matchs inintéressants pour autant. J'ai trouvé C'est que ça. c'était pas non plus. T'as Non, beaucoup de complètement, 0-0 maintenant. Je l'ai trouvé même plus intéressant que ce que j'ai vu par la suite. Voilà, la donc première c'est journée m'a paradoxe, ouais. passionné. Après, Bah, comme c'était quoi le aussi but l'effet n'est nouveauté. pas le moyenne de but par match n'est pas forcément gage de qualité. Parce qu'il y a des occasions. On regarde Ouais. le Portugal-Autriche 0-0, mais 20 frappes portugaises, quelques Une frappe frappes autrichienne quand même. Hier, c'était pas des mauvais 0, Angleterre et la France. Mais il y a plus de buts. Exactement. Moi j'attends toujours des matchs vraiment foufou. Et je pense que ça peut peut-être venir demain dans le groupe F avec Portugal, Hongrie et Islande-Autriche. On en parlera demain justement au Morito FC. C'est l'heure de rendre l'antenne. Il est 17h59 sur RBS. Rendez